aujourd'hui, on va parler d'une série canadienne très populaire, Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée. Donc si vous n'avez pas vu la série, foncez la regarder. De ce pas, quel est ton épisode préféré ou ta scène préférée? Sachant que c'est très difficile, j'aime beaucoup les épisodes 4, 5 et 6. Pour ma part, l'épisode 4 est peut-être mon préféré. Il apporte une dynamique entre Ilia et Shane. Bonjour à tous, je m'appelle Manon. Bonjour, je m'appelle Nelly. Et dans le coup, on se retrouve pour ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast de la Pépone. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une série canadienne très populaire dont tous les épisodes sont sortis en France au moment où cet épisode de podcast sortira, qui est la série du coup canadienne Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée pour la VF québécoise. Et du coup, on va séparer du coup cet épisode en 3 parties, puisque du coup il y a beaucoup de choses à dire autour de la série. Donc du coup, ainsi on va parler de différents éléments. En tout cas, ce premier épisode, il va surtout se concentrer sur la série en elle-même. Donc si vous n'avez pas vu la série, foncez la regarder de ce pas, sinon on va se fâcher très fort avec Nelly. On rigole bien évidemment. Si vous voulez vous faire spoiler, on vous en prie, allez-y. Mais pour ceux qui se gardent la surprise, en tout cas autour de la série, on vous conseille de regarder les 6 épisodes qui sont du coup sur HBO Max ou par Canal du coup, en France aussi. Et du coup, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu veux te lancer pour le résumé ou est-ce que je commence les hostilités ? Je t'en prie, vas-y. Du coup, Heated Rivalry parle du coup de deux hockeyeurs qui sont au départ les grands espoirs du coup de la Ligue nationale de hockey, à savoir Shane Hollander qui est canadien et Ilya Rozanov qui est du coup russe, qui vient de Russie, et les deux vont amener à avoir une relation purement sexuelle au départ qui va surtout se transformer du coup en relation amoureuse. Et c'est une histoire qui se déroule sur quasi 10 ans, si je raconte pas de bêtises. Je crois que la série commence, en tout cas même le bouquin commence en 2008 lors de leur première rencontre, et ça va jusqu'en 2017 où enfin ils se déclarent leur amour à tous les deux. Voilà pour ce résumé. Maintenant on va passer au spoiler. Et du coup, on va commencer par la première question qu'on pose toujours aux gens une fois ils ont tout regardé. Du coup, Nelly, quel est ton épisode préféré ou ta scène préférée, en tout cas pour cette série en 6 épisodes sur le hockey, mais pas que? Sachant que c'est très difficile à choisir, en vrai, si vous n'avez pas vu. Mais je pense que ceux qui ont vu, vous savez, c'est dur à choisir. Moi, je dirais que du coup, mon épisode préféré, en vrai, j'en ai pas, mais j'aime beaucoup l'épisode 3 qui se concentre sur la relation entre Scott et Kip. Je trouve qu'elle est très belle et très bien écrite pour une histoire en un seul épisode. C'est assez court à faire et c'est quand même très bien fait. Mais après, c'est vrai qu'autour de Shane et Ilya, j'aime beaucoup les épisodes 4, 5 et 6 qui sont pour moi les meilleurs sur eux, et toutes les scènes au cottage qui sont très belles. Ils ont un esthétisme qui est juste trop beau. Tout le monde veut aller au cottage et pas que pour Shane et Ilya, donc je pense qu'on est beaucoup à être resté au cottage du coup depuis, même du coup au cottage de Bridgerton du coup, par rapport à notre dernier épisode. Donc du coup, toi ton épisode du coup c'est celui de Kip et Scott, qui est un peu un pas de côté en vrai dans la série, mais au final il a toute son importance justement puisque ça va débouler sur les événements de la fin de l'épisode 5 puis de l'épisode 6 pour Ilya et Shane, et d'avoir fait cette inclusion là est genre juste incroyable, et genre qu'est-ce qu'ils sont juste trop mignons. Voilà. Et du coup, toi, tes scènes préférées, c'est celle du cottage, mais est-ce que t'en as une précise du cottage, genre que t'as aimé plus que les autres? Parce que c'est vraiment un épisode complet au cottage. Est-ce que c'est genre plus par rapport à eux, genre leur relation, dans leur manière de se construire à deux aussi dans le même espace, ou est-ce que c'est genre une scène de repas ou je ne sais quoi, genre?
Ouais, mes scènes que je préfère au cottage, je pense que c'est celle où Ilia joue dans le lac comme un enfant. Mais et en fait toutes celles où c'est un peu le soir et qui sont très posées, c'est un petit peu mes scènes préférées. C'est vrai que j'aimais un petit peu moins les scènes la scène où ils mangent par exemple, c'est un peu moins Ouais, avec les hamburgers, ouais, du coup. je pense que c'est ce que j'aimerais un peu moins. C'est une très belle scène quand même. Attention. Mais c'est vrai que les scènes qui sont beaucoup plus posées ou très, très chill pour eux, ce serait un peu mes préférées. Mais après, sinon, elles sont quand même toutes très belles. Et une autre scène, du coup, que j'aime beaucoup, qui est pas dans cet épisode-là, c'est dans l'épisode 5, je crois, sur la plage. Oh oui, 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 Quand épisode 5, oui. Ilia rejoint Shane sur la plage. Je trouve qu'elle est très belle, les couleurs sont trop belles. Et c'est trop beau, tout ce que j'ai à dire. C'est juste beau. Il n'y a pas d'autre mot, genre à dire. Du coup, pour ma part, c'est vrai qu'on est tous d'accord sur le fait que ces 6 épisodes sont juste incroyables. Et vraiment, la manière dont ils sont montés est vraiment parfaite. Je pense que, en vrai, l'épisode 4 est peut-être mon préféré, mais parce qu'il apporte une dynamique, en tout cas, entre Ilia et Shane, qui va amener à tellement de changements. Genre, surtout, tu vois, cette scène de sexe qu'ils ont où ils disent le prénom de l'autre plutôt que leur nom de famille. Genre, comme une barrière qui est soulevée pour du coup les deux. Et ça marche énormément et ça apporte tellement au niveau du scénario et tu sens l'ampleur que c'est en train de prendre cette relation. Et j'aime bien en fait ces scènes qui font un peu sensation de... En anglais on dirait pivot, mais du coup de changement de bascule en tout cas pour... Un tournant. Ouais, un tournant, ouais, exactement pour les deux. Et j'avoue que... Il y a 2 scènes que j'adore dans la série qui évoquent pour moi ces genres de changements, de tournants en tout cas dans leur relation et tout. C'est la scène de Las Vegas dans l'épisode 2 qui est juste incroyable. La tension entre les deux est juste tellement palpable. Genre vraiment, quand j'ai regardé les 2 premiers épisodes, je les avais regardés en même temps. Et genre pour moi, genre au niveau de la tension entre les deux, que ça soit sexuelle, amoureuse, mais vraiment juste la tension en général entre les deux personnages, elle est montée d'un cran et genre pour moi c'est genre le climax de cette première partie là entre les deux, genre où c'est juste du pur sexuel entre les deux et qu'il n'y a pas de questionnement autour de peut-être de sentiments amoureux, etc. Et juste incroyable, genre juste le fuck de Ilia, je meurs. je me liquidifie, je n'existe plus à ce moment-là. Comment ça? Comment tu peux dire fuck d'une manière aussi sensuelle? Bref, c'est un détail. Mais après, du coup, l'autre scène, je dirais, c'est la scène de la boîte de nuit, de la discothèque, genre à la fin de l'épisode 4. Pareil. Incroyable, juste entre la lumière, les costumes, la manière dont c'est édité, la manière dont la caméra bouge autour des deux personnages, que ce soit genre les travelling où la caméra bouge vers l'avant ou vers l'arrière avec ses ralentis. Genre, c'est juste incroyable. Et je trouve que ces 3 scènes, en tout cas, elles évoquent des changements profonds pour les personnages dans leur relation, mais aussi en tant qu'individu. Et c'est genre, je trouve ça incroyable dans la manière dont c'est montré et que ça permet aux spectateurs de vraiment complètement comprendre et s'immerger dans la série là-dessus. Du coup, avant qu'on tourne l'épisode, il y avait plusieurs choses qu'on souhaitait aborder et l'une de ces choses-là était la représentation des femmes. Ce qui est méga important puisque certes on montre la communauté queer et c'est méga important de montrer la communauté queer, mais c'est vrai que le traitement aussi des personnages féminins est quelque chose qui, en tout cas à nos yeux, je pense qu'on sera d'accord, est méga important. Et donc dans le coup, toi qu'est-ce que t'en as pensé, genre en vrai, du traitement de ces personnages-là? Moi, j'ai beaucoup aimé la représentation qui est faite des femmes qui sont pas diabolisées, qui sont pas la méchante qui s'interpose entre les deux protagonistes, comme ça peut être le cas dans beaucoup de
de films, de séries et beaucoup dans les fanfictions. C'est assez courant que la petite amie soit toujours la méchante un petit peu de l'histoire. J'ai trouvé ça assez bien que Rose, par exemple, soit très compréhensive de ce qui se passe pour Shane, de comment lui il voit leur relation et comment il a essayé, mais en fait, il n'est pas hétéro, il n'y peut rien. C'est comme ça, donc c'est assez important, je trouve. Elle a été très compréhensive et c'est pareil pour Svetlana qui a rapidement compris que Jane était un homme. Et qui a été d'un soutien assez important pour Ilia et qui a continué à le soutenir même en sachant que il se passerait plus rien entre eux. Enfin, c'est trop important en fait comment elles sont représentées. Et du coup même Elena par rapport à Scott et Kip qui est là encore un soutien énorme. Donc en fait ces femmes sont juste très bien représentées, elles sont de très beaux soutiens pour eux. Et ouais, Elena qui veut le bien juste de tout le monde, que ce soit de Kip mais aussi de Scott, même si elle le connaît à peine. Hein, elle est vraiment très compréhensive de leur situation à chacun. Et encore une fois, c'est juste des femmes qui veulent le bien de leurs amis et même de gens à qui elles tiennent. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que du coup, elles sont des piliers et si on les enlevait de la narration, il n'y aurait pas toute cette avancée-là pour chacun des personnages, que ce soit pour Scott par rapport à sa relation avec Kip, pour Kip par rapport aussi à comment aborder cette relation-là cachée, que ce soit Svetlana ou même Rose par rapport à la compréhension, en tout cas pour Ilia ou comme pour Shane, de leur individualité en tant que personne, mais aussi de leur relation à eux deux, ce lien à deux. Et c'est vrai que c'est important qu'on montre que genre ok, et qu'on n'est pas que genre juste des nourrices, qu'on n'est pas juste là pour servir de sauveuse ou de personnage un peu obstacle face à la grande histoire d'amour qui devrait arriver. Et c'est vrai que sur ce point-là, c'est tellement bien fait et j'ai envie d'en voir plus en fait de ces femmes-là. De comment elles vont soutenir ces personnages tout au long du truc et avec les événements qui vont arriver dans la suite, on espère, vu qu'il y a déjà le deuxième roman The Long Game qui est déjà sorti, il y en a un troisième qui va sortir aussi, Unrivaled, donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais du coup, est-ce que toi, t'aurais genre un personnage féminin que tu préférais ? On pourrait même partir aussi sur un personnage masculin, mais on peut faire ça dans un deuxième temps en vrai. Ouais, pour commencer, en vrai, personnage féminin, c'est assez difficile, mais je dirais quand même que j'aime beaucoup Svetlana, j'aime beaucoup à quel point elle peut être la seule famille d'Ilia sans vraiment faire partie de sa famille. C'est un meilleur soutien pour lui que n'importe qui d'autre en Russie ou tout court. En vrai que n'importe qui d'autre tout court, à part Shane évidemment. Mais elle est tellement importante, elle est toujours là pour lui, elle a beaucoup d'audace, elle est vraiment exceptionnelle en fait comme femme. Donc je pense que ce serait mon personnage féminin préféré, mais elle est suivie de très près quand même par les autres personnages féminins parce que j'ai pas eu de personnage qui m'a de personnages féminins où je me suis dit je l'aime pas trop ou je la trouve pas si importante. En fait, je trouve qu'elles sont toutes leur place, même s'il y en a qu'on voit un petit peu moins. Moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de Rose, du coup. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas mon personnage féminin préféré, je pense. C'est que j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'elle. Mais après, c'est pas... c'est un petit détail. Et toi ? Du coup, pour moi, c'est dur aussi parce que je trouve qu'elles sont pas que genre comme je l'ai dit précédemment, des personnes genre juste là pour les soigner, pour les aider ou quoi que ce soit. Elles ont aussi leur individualité, leur propre personne, leur propre désir, leur propre manière d'aborder les choses. Et dans le coup, en vrai, j'aime énormément Svetlana pour son audace et le fait qu'elle s'affirme pour elle-même et genre par exemple toute la scène de funérailles je trouvais est incroyable pour ce personnage et en montre énormément sur à
à quel point c'est un pilier dans la vie d'Ilia, surtout que le rôle en tout cas de Svetlana est pas très présent dans le bouquin. Elle est vraiment mentionnée par-ci par-là, mais du coup elle a un rôle plus important dans la série. Et ça rend tellement, je trouve, justice au personnage. Et après, je pense que, en vrai, mon personnage préféré, je pense, va être Rose, mais parce que je pense que je me vois beaucoup dans ce personnage-là, dans sa manière d'aborder les situations, en tout cas à permettre à ce que l'autre se sente dans un espace assez sécure ou safe pour pouvoir parler de ces choses-là, et comme elle le fait avec Shane, genre au tout début de l'épisode 5. De pas le juger par rapport au fait que ben oui, t'aimes les hommes, c'est pas grave, c'est pas un drame que au final genre ça ne fonctionne pas entre nous deux, et de permettre de dédramatiser cette situation, surtout avec genre tout ce qui est homophobie ambiant dans le sport, et qui sera des éléments dont on parlera plus en détail, c'est sûr, mais dans le coup je trouve ça ouais. J'aime beaucoup ce personnage-là pour sa manière d'aborder les choses. Mais en vrai, parce que j'y repense, mais par rapport au personnage, genre dans l'histoire de Kip et Scott, on parle beaucoup d'Elena parce que ben, c'est un peu genre le sort de triangle entre les deux, à vouloir qu'ils soient des rayons de soleil pour l'un et pour l'autre et que ça fonctionne et tout. Mais c'est vrai que j'aurais voulu plus peut-être de scènes de Maria aussi, qui est la collègue de travail de Kip au magasin de smoothie, parce que genre je trouve qu'une des scènes qui est genre géniale et qui apporte ce côté comédie et léger aussi à la série, c'est genre ce girl qui vaut juste tout l'or du monde, juste ce girl. Tu sais que attends, là je viens de voir ce que je viens de voir, falloir qu'on en parle tous les deux, et ça je trouve ça méga important, et ça fait du bien en fait de voir ça, même pour le personnage de Kip, genre pas souvent que tu vois une tête des hommes qui acceptent cette part-là, genre à être très enthousiaste ou à peut-être adopter des codes qui pourraient être dits féminins, et genre c'est... J'aime trop ça en fait. Et c'est pour ça que je suis trop triste qu'on n'en ait pas beaucoup. Donc voilà, là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi pour le personnage de Maria. J'aurais vraiment aimé avoir plus de scènes avec elle. Donc j'espère qu'on en verra un petit peu plus d'elle. Parce que je trouve que la relation qu'elle a avec Kip, elle est assez simple. Elle n'est pas aussi profonde peut-être que celle d'Elena, mais elle est quand même très simple et elle accepte juste comme ça. Enfin, on dirait juste deux potes qui... En fait, ça se voit qu'elle est pas dans le jugement et qu'elle veut le mieux pour lui aussi. Donc ouais, je trouve qu'on devrait avoir un petit peu plus d'elle. Et puis juste cette tolérance. Comme si c'était quelque chose de normal. Ce qui est là, mais ce qui est le cas. Mais c'est dommage qu'on est en train de se dire « Ah, ça fait comme si c'était normal. » Oui, mais vrai. Non, c'est normal. On devrait juste se dire « Ok, les deux gars, ils flirtent. Nice, les gars, allez-y, continuez, genre. » Donc ouais, je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit. Franchement, c'est méga important. Et du coup, est-ce que... on va un peu plonger un peu plus dans la série sur le côté adaptation livre-bouquin, mais du coup, est-ce que t'as un personnage masculin que tu préfères, en tout cas dans cette histoire-là, et est-ce que du coup il y a peut-être une version que tu préfères, est-ce que tu préfères plus on va donner un exemple, mais est-ce que tu préfères le Scott de la série au Scott tu vois du bouquin, ou ce genre de choses-là, genre Comment tu vois en fait, genre par rapport à ton personnage préféré masculin en tout cas? Oui, alors j'ai pas lu le livre sur Scott et Kip. Ok. Donc ça je peux pas trop dire. J'ai commencé à lire celui sur Shane et Ilia, donc je dois être à un tiers je pense. Donc, j'ai pas lu énormément, mais je pense que moi j'aime beaucoup Ilia. Après je me retrouve aussi beaucoup en lui, donc je pense que c'est ça aussi qui joue pas mal. Ouais, c'est assez inexplicable en fait pourquoi j'aime autant Ilia, mais je pense que c'est vraiment, il y a des fois où je le vois et je peux me voir aussi à travers, donc je pense que c'est un peu pour ça, c'est assez inexplicable. Mais après c'est vrai que moi j'aime beaucoup le personnage de Scott, c'est aussi un de mes personnages préférés.
parce que vraiment il est juste adorable. Et je pense aussi que ce qu'il joue, c'est que ce soit à la base une fanfiction entre Steve et Bucky de l'univers Marvel. Et j'aime beaucoup ce ship. Donc c'est aussi pour ça. Et en fait, j'aime bien voir un peu de Captain à travers Scott. Donc ça joue beaucoup. Un petit peu Steve Rogers en Scott. Ouais. Mais c'est vrai que même dans la série, tu le sens tout petit peu. C'est léger, c'est vraiment léger. C'est léger, mais il a l'esprit de Captain un petit peu. Sens de service et d'honneur envers les autres. C'est les autres ont fait ça pour moi, donc je leur suis redevable. Et je suis d'accord. Je suis d'accord pour tout ce que tu dis. Je pense que mon personnage préféré est Scott, en vrai. Comme toi, tu t'as dit par rapport à Elia, on se retrouve énormément dans ce personnage, ce sentiment de tout devoir à tout le monde. Et je trouve que c'est un personnage qui pourrait paraître en surface comme égoïste. Et alors qu'en vérité, en fait, c'est juste quelqu'un de, je pense, perfectionniste qui veut juste faire le bien autour de lui. Et dans le coup, il peut être maladroit dans sa manière d'être. Et c'est peut-être ça que j'aime bien. Mais après, sinon, qui en vrai Chouchou et... J'aime cette dynamique en vrai entre Kip et Scott, en vrai. Même si... on fera toujours tout genre pour Ilia et Shane, en tout cas qu'on soutiendra n'importe quoi pour eux vraiment là-dessus, ça sera ride or die. Il faudra passer devant nous avant, il faudra passer sur nous si tu veux leur faire quoi que ce soit de mal. Je dirais là-dessus. Un peu protective, un peu dans cette protection là. Oui, c'est vrai qu'ils sont adorables. Et du coup comme tu as dit que tu avais lu du coup un tiers du bouquin, est-ce que toi il y a eu une scène du coup où t'étais en mode j'adore la manière dont c'est retranscrit à l'écran, peut-être dans leurs différences ou dans leurs similarités, genre est-ce que t'as une scène en tout cas dans ce que t'as lu pour le moment du livre? J'ai pas de scène précise, mais je dirais que juste la globalité c'est en fait c'est retranscrit, j'ai l'impression quand je lis le livre, de lire une description de ce qui se passe à l'écran, tellement c'est ressemblant en fait. Et même au niveau des dialogues, je trouve ça assez surprenant qu'ils aient quand même repris pas mal de dialogues du livre pour la série. Et je pense que c'est assez bluffant le travail qui est fait autour de cette adaptation-là en particulier, ce qui n'est pas le cas pour tout. Donc voilà, je pense qu'on peut pas dire que c'est une mauvaise adaptation. Oui, dans le sens de la question de la fidélité à l'œuvre, et on peut pas dire que c'est une mauvaise, et on sent que c'est un projet qui a été fait avec beaucoup d'amour, en tout cas beaucoup de synergie, et je pense qu'on pourra en parler par rapport aux acteurs, etc. Parce qu'il y a des choses à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est tellement fidèle, et t'as juste l'impression que les acteurs, les comédiens, peu importe quel personnage ils jouent, ils ont donné littéralement vie à cet univers. Genre comme si c'était une réalité parallèle de notre monde et que ça fonctionnait très bien et que juste on voyait un bout de cette réalité-là. Ouais. Et genre c'est extrêmement bien fait. Et surtout en vrai par rapport aux scènes par exemple d'inclusion autour de... Surtout par rapport au dialogue en russe pour Ilia, genre des fois on n'a pas accès parce qu'on a le point de vue genre de Shane par rapport à ça. Et je trouve qu'en vrai, d'avoir fait prendre vie à ce dialogue en russe, et il y en a quand même beaucoup dans la série, ce qui pourrait être surprenant, et peut-être certains penseraient que c'est genre un frein. Et au final, je trouve que pas du tout. C'est pas du tout un frein, et au contraire, en fait, ça offre des possibilités, ça permet une représentation genre assez universelle du monde dans lequel on est, avec différentes langues, différentes manières de fonctionner. Et je trouve ça juste vraiment incroyable. Et j'ai pas vraiment de scène, en tout cas du livre, où j'étais en mode waouh, genre c'est juste incroyable. Mais même sur les scènes de dialogue, genre t'as du texte de l'épisode 6 quand ça se passe au cottage, c'est genre exactement mot pour mot, et t'es en mode c'est trop drôle, c'est trop comique à lire. Genre, c'est... Bon, heureusement que c'est pas on dirait une version genre
en version audiovisuelle, genre tu sais, en leçon audio pour les personnes malentendantes, on s'excuse, mais dans le sens où c'est pas pour faire une critique, mais c'est vrai que le bouquin, t'as l'impression qu'en fait c'est juste, comme t'as dit, une description et que genre c'est comme si on nous lisait le texte pour nous décrire ce qui se passait à l'écran. Ouais. Et c'est juste impressionnant en vrai. De tout le travail qui a été fait par Jacob Ternay, qui est genre le créateur de la série et le réalisateur aussi. Il a vraiment les deux casquettes, autant au scénario qu'à l'écriture, et ça sent qu'il a aimé les bouquins et qu'il vraiment il rend justice aux bouquins, en vrai. Oui, mais je suis assez d'accord. Et pour la question de la langue russe, je suis vraiment totalement d'accord. Je trouve que le fait qu'Ilia parle autant, on s'entend, russe dans la série, c'est hyper important parce que c'est pas quelque chose qui est beaucoup représenté, la barrière de la langue, mais notamment dans tous les domaines des sports, souvent il y a beaucoup de sportifs qui viennent de plein de pays différents, qui parlent plein de langues différentes, et la barrière de la langue elle est assez importante, et surtout que là, s'il y a vraiment une série à ne pas regarder en VF, c'est celle-là. Enfin, vraiment, parce que je peux concevoir, il y a plein de séries qui peuvent se regarder en VF et bon, tant pis. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Mais cette série, je pense que c'est trop important de la regarder en VO parce que il y a beaucoup de jeux de mots autour de la langue et il y a une assez grande évolution aussi entre la manière dont Ilia parle en anglais au début, donc dans tout ce qui est 2009, 2008, et à la fin de la série où il parle déjà beaucoup mieux anglais. Et puis même il y a beaucoup de blagues autour de ça, donc c'est assez cool. Oui, c'est vrai que c'est pas pour être défenseur de la VO à tout prix et de toujours tout regarder en version originale, mais c'est vrai que, en tout cas pour cette série-là, ça apporte juste quelque chose de tellement important genre à la série dans sa manière juste de montrer le monde, et genre c'est ultra dur de genre retraduire ça dans des doublages n'importe quelle langue, que ce soit on va dire en allemand, en italien, en français, à replacer un accent par exemple russe pour Ilia, c'est tellement dur, et genre vu déjà tout le travail que Connor Story a fait, genre faut saluer déjà ça, et je pense que même si on n'est pas à l'aise avec l'idée de regarder en VO, il y a quand même les sous-titres qui permettent quand même d'avoir des clés, même si il y a peut-être des mots qui peuvent se modifier de temps à autre avec les traductions, avec les différentes langues, mais reste quand même que là c'est vrai, on peut-être faire un peu avocat du diable, mais regardez cette série en VO en tout cas. Si vous l'avez vue en français, on vous conseille de la re-regarder une nouvelle fois en version originale, parce que ça en vaut vraiment la chandelle. Sur tout le travail au niveau des acteurs et tout. Mais du coup, parlons aussi de ce casting et de ce travail exceptionnel d'acteur. Oui. Mais notamment, on peut commencer par Connor Story, du coup, et son travail autour de la langue, parce qu'il faut savoir qu'il parle pas du tout russe à la base, qu'il est américain, et qu'il parle vraiment juste anglais. Et il a travaillé son russe, sa manière de parler en russe, en très peu de temps, je sais plus trop combien de mois, un mois et demi. Un mois et demi, je crois. Ouais. Et je crois qu'après, c'était surtout le tournage où tous les jours, il avait, je crois, il disait dans des interviews 3 ou 4 heures de langue pour parfaire l'accent, pour même au niveau de son visage. C'est impressionnant comment la manière dont il se tient pour quand il parle la langue, et c'est juste incroyable. Surtout qu'il est très passionné de langue. Il disait dans plusieurs interviews des talk shows, genre avec Seth Meyers, où il disait que s'il aurait fait peut-être autre chose en termes d'études que les arts, il aurait sûrement fait quelque chose dans les linguistiques, parce qu'il est vraiment passionné par ça, et même genre son aisance avec le français aussi, qu'on voit en dehors de la série dans des interviews, des courts-métrages. C'est juste impressionnant à quel point il a cette oreille au niveau de la langue, peu importe la langue, et comment il arrive à apprendre. Et genre par rapport à ça, genre dans le talk show du coup avec Seth Meyers, il parle d'une scène où ils ont tourné en russe, et où du coup je crois que c'est la scène des funérailles si je raconte pas de bêtises, et où quand du coup il y a les temps morts entre du coup les tournages, parce que tu peux pas en fait tourner non-stop, il faut aussi replacer les accessoires, les choses comme ça pour permettre à ce que le plan fonctionne en lui-même, et dans le coup oui, c'est juste
impressionnant du coup au niveau de ce qu'il a fait lui, parce que vraiment genre il y avait une dame qui parlait russe qui du coup lui a parlé naturellement en russe alors que lui il était en mode je sais pas parler russe, j'ai juste appris mon texte en grosso modo, j'ai juste appris mon texte par cœur. Mais c'est vrai que niveau linguistique et accent c'est fou qu'on ait tous cru genre ça soit pas la même personne en fait, que genre c'est la vraie voix genre de Connor et que quand tu l'entends en interview t'es en mode 30 secondes, attends, et vraiment genre de séparer les deux très facilement, c'est impressionnant je trouve. Oui, ouais, je suis hyper d'accord sur ça. Son jeu d'acteur est exceptionnel, mais celui de tous les acteurs est exceptionnel d'ailleurs dans cette série. Et notamment celui de Hudson au niveau du regard, de comment il arrive à se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise socialement, ce qui n'est pas du tout le cas d'Hudson, par ailleurs. Enfin, ça dépend, mais il est quand même bien plus à l'aise que Shane. Oui. Et c'est vrai que ça peut paraître difficile, je pense, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est l'opposé de ce qu'on est. Mais il y arrive très bien et on fait très bien la différence entre qui est Shane et qui est Hudson. Oui, et même genre, vu que le personnage de Shane est dans le spectre autistique, et que du coup il y a pas mal d'éléments, de détails qui vont être méga importants dans sa manière de se tenir, de commander des choses qui vont le réconforter. Genre, on le voit tout le temps avec un Ginger Ale pas très loin. Il a du mal à regarder les gens aussi dans les yeux, et ça c'est ultra important aussi c'est comme détail dans leur relation dans la relation avec Ia. Et franchement je trouve que le travail de Connor comme de Hudson pour rendre justice au personnage est juste incroyable. Tu sens toute l'énergie, toute la synergie qu'ils ont mis dedans. Ils s'y ont mis à 200 000% dans ça, et tu le sens à l'écran qu'ils le vivent avec passion et que c'est pas genre une sorte... Ça pourrait être pour certains acteurs des fois une sorte de corvée, tu sais, par habitude du métier. Et là on sent qu'il y a cette fougue, cette énergie, et de vraiment de bien faire et de rendre justice au personnage, et ça se ressent tellement. Et je pense que c'est aussi pour ça que genre on est pris par la série totalement. Oui, je pense aussi. Et même genre par rapport aux autres personnages, que ce soit genre François par rapport à Scott, incroyable. Je pense que beaucoup de gens du coup découvrent en fait François Arnault. Oui. Et moi je t'avoue que je savais même pas, mais je l'ai redécouvert à ce moment-là. Moi il y a un film de Xavier Dolan qui s'appelle J'ai tué ma mère, qui est le tout premier film de Xavier Dolan, j'ai ressorti en 2009. Et du coup t'as quelques scènes en fait avec François Arnault dedans. Et je cherchais qui était ce gars dans... C'est une scène en particulier, vous pouvez trouver sur Pinterest peut-être, cette scène-là où c'est juste une scène de baiser entre du coup le personnage que joue Xavier Dolan et du coup le personnage de François Arnault. Et je me suis posé la question de qui était cet homme. Maintenant je l'ai retrouvé. On ne lâchera pas la basket. Parce que c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il fait. Il a joué dans tellement de rôles et ça fait genre plusieurs décennies qu'il est dans l'industrie du divertissement, du coup, en film, série, etc. Et c'est genre juste impressionnant son jeu d'acteur, même tous les acteurs, genre Robbie JK, du coup, qui joue Keep aussi, et même les acteurs qui ont des plus petits rôles, genre je pense à l'acteur d'Aiden, ou de JJ, ou de Marlowe pour Ilia, du coup, à Boston. Genre, ça donne tellement vie à ces personnages, et on sent qu'il y avait tellement une bonne énergie sur le plateau, et ça rend tellement justice à l'histoire, et c'est juste incroyable. Oui, même les actrices aussi, très bien. Oui, que ce soit Sophie... oui, il faut pas les oublier, parce que certes, c'est une histoire qui met en avant des hommes, et des hommes queer, et c'est important de les montrer, mais faut pas oublier les femmes aussi. Oui. Tu as raison. Qui jouent vraiment très très bien, hein. Toutes, je dirais. Franchement, elles transmettent quelque chose à travers la caméra, comme les autres, mais... On vit vraiment le truc, en tout cas. On est vraiment pris et immergé, en tout cas, dans Hetty Lovery. Et genre, c'est fou à quel point c'est devenu un si beau succès, et tant mieux en vrai pour eux. Ouais. C'est devenu ce si beau succès-là. Je pense qu'on a à peu près tout dit au niveau de la série en elle-même, en tout cas pour cette première.
Donc, merci à tous du coup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas du coup à mettre en commentaire du coup vos opinions autour de la série. Ce sera avec plaisir qu'on ira regarder tout ça. N'hésitez pas du coup à parler, que ce soit vos critiques autour de la série, autour des personnages, des acteurs. Là, on est vraiment resté en surface au tout cas au niveau de leur performance et vraiment elles sont à saluer et respectables et on leur espère vraiment que ça va leur permettre d'avoir une belle carrière par la suite pour tous. Et que cette saison 2 soit tout aussi incroyable, mais personnellement moi j'ai pas de doute, je sais pas toi ton opinion là-dessus. J'ai aucun doute. Mais du coup merci de nous avoir écoutés. On va passer du coup à une partie 2 qui sortira très prochainement. Merci de nous avoir écoutés et puis à la prochaine, bisous. Bisous bisous.